Bonjour à tous, on est vendredi, c'est cours de latin pour les troisièmes. Alors bon, il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques petits problèmes de NT, de connexion. Donc pour ce qui est des cours que je dépose tous les vendredis vous concernant, vous pouvez aussi utiliser le blog de latin dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Et si jamais vous avez besoin de me contacter parce que vous n'y arrivez pas par le NT, vous pouvez aussi utiliser l'adresse mail qui est inscrite ici. Alors ce premier cours s'adresse au troisième 1, troisième 5 et troisième 6 parce qu'avec les troisième 2, 3, 4, je l'ai déjà fait. Donc c'est un cours différent pour les autres. Donc on commence une nouvelle séquence comme promis. Vous ferez donc une page de garde pour cette séquence 4 qui s'appelle séquence 4, le Haut Empire, comme c'est inscrit ici. Aujourd'hui, nous allons faire deux séances, une première séance dans cette vidéo et une deuxième séance, le début d'une deuxième séance dans une autre vidéo. Alors cette première séance est relativement courte, donc vous allez faire comme d'habitude, vous allez prendre des notes à partir de la vidéo. Bien sûr, j'irai un petit peu plus vite que d'habitude parce que vous aurez la possibilité de réécouter la vidéo plusieurs fois pour ne prendre que l'essentiel. Donc première séance, donc séquence 4, séance 1, comme ça s'indique à votre écran. Introduction à l'Empire, ce sera un cours assez rapide pour faire la jonction avec ce qu'on avait fait précédemment. La dernière fois où on a parlé histoire ensemble, je vous le rappelle, c'était le moment où Marc-Antoine et Cléopâtre sont vaincus par Octave, neveu héritier de César, avec son fidèle ami Agrippa dont on va reparler. Donc c'est à partir de là qu'on repart. À l'image s'affiche un buste d'Octave, c'est de lui dont il va être question, et une chronologie. Comme vous pouvez le voir, donc il y a une date importante qui est moins 27 avant Jésus-Christ. C'est cette date que certains historiens ont considérée et conservée comme étant le début de l'Empire et la fin de la République. Alors évidemment, si vous regardez dans certains livres d'histoire, vous pouvez trouver d'autres dates puisque c'est un choix des historiens. J'ai choisi de conserver celle-ci puisque c'est le moment où Octave est au pouvoir définitivement et tout seul. Moins 27, ça correspond à une date importante. C'est le moment où le Sénat donne à Octave le titre d'Augustus. Donc Augustus, c'est-à-dire Auguste. Auguste, c'est le nom que va garder Octave pour l'histoire. On retient rarement qu'il s'appelle Octave, donc Octave et Auguste, c'est bien le même, et on va parler désormais d'Auguste et non plus d'Octave. Si on regarde les textes antiques sur cette période où Auguste est au pouvoir, Octave Auguste est au pouvoir, on voit dans le texte latin que le régime est appelé res publica, république. Donc, dans les textes, on fait comme si le régime était le même, que c'était toujours une république. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des choses qui semblent demeurer de la République et des choses nouvelles. Alors, qu'est-ce qui demeure de cette République? Premièrement, les institutions romaines sont maintenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à élire des consuls, des préteurs, des édiles, etc. Même si d'un point de vue démocratique, c'est plus tout à fait ce qu'on pouvait connaître sous la République. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressemble à la République. Deuxième chose, dans le pouvoir qui se met en place à partir d'Auguste, le Sénat conserve un pouvoir très fort. Donc a priori, ça ressemble à la République romaine. Mais, qu'est-ce qui change? À partir de 27, eh bien, il y a des éléments qui changent, qui nous font penser qu'il ne s'agit plus d'une république, mais bien d'un pouvoir qui glisse progressivement vers l'Empire. Alors première chose, les pouvoirs qu'Auguste se voit attribuer. Il a un mandat sans limite. Ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la République. Donc il a un mandat sans limite, jusqu'à sa mort, il est au pouvoir. Ça, c'est un premier élément qui montre qu'on n'est plus dans une république. Deuxième élément, cet homme se voit attribuer le commandement de l'armée, commandement qui généralement est attribué au consul. Donc il grignote là un petit pouvoir du consul. Troisième pouvoir, Auguste devient le chef de la religion, rôle qui normalement est dévolu aux sénateurs, à certains nobles sénateurs. Quatrième élément, se met en place un culte impérial, c'est-à-dire qu'on commence à considérer que Auguste représente les dieux sur Terre. Il y a une adéquation entre certains dieux et les empereurs. D'ailleurs, certains veulent qu'on les appelle Hercule, Apollon, etc. Et tous, plus ou moins, se placent sous le patronage d'un dieu. Ça sera le cas pour Auguste également.
Dernière chose, l'empereur va avoir un pouvoir décisionnel très fort, c'est-à-dire que sur la politique intérieure, il va donner son avis. Donc tous ces éléments, hein, tous ces pouvoirs qui sont mis entre les mains d'un seul homme, montrent qu'on n'est plus vraiment dans une république et qu'on glisse vers un empire. Autre élément très important, le caractère héréditaire du pouvoir. Désormais, le pouvoir va se transmettre de père en fils. Alors pas forcément en fils naturel, hein, puisque vous savez que l'adoption est une pratique courante, très répandue chez les Romains, et on adopte plus ou moins n'importe qui, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc le pouvoir va se transmettre d'Auguste à celui qu'il aura choisi comme héritier, et ça c'est un élément essentiel qui montre qu'on est... Dernière information sur cette période de l'Empire, hein, qui dure de moins 25